d'Aokro à Bobo, Trècheville à Tekoubé, à Diamé, bref, le feu est partout, les Ivoiriens ont peur et s'interrogent. La situation sociopolitique tend-elle vers le chaos? Que se passe-t-il? Doit-on craindre le pire? Que faire et comment mettre fin à l'escalade meurtrière contre nos populations? Pour répondre à ces questions urgentes, le ministre Konaté Sidiki, secrétaire général à l'Organisation des Forces Nouvelles et membre du comité de coordination de la révolution ivoirienne mise en place par le Premier ministre. Monsieur le ministre, Yamsokro, Daoukro, etc., le feu est partout, comme je l'ai dit. La Côte d'Ivoire, monsieur le ministre, est-elle en train d'aller vers le chaos? Non, je voudrais juste vous rassurer que la Côte d'Ivoire est en train de connaître les premières heures de sa révolution, laquelle révolution consiste en un mot très simple. Il s'agit donc d'installer le président élu légitimement, légalement par le peuple de Côte d'Ivoire et reconnu comme tel par la CEDEAO, par l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, l'Organisation de la Conférence islamique, bref, par le monde entier. Et ce président qui a été élu n'a pu donc s'installer pacifiquement au pouvoir comme tous les Ivoiriens l'auraient souhaité, parce que tout simplement le président sortant, qui a usé de sa position de président sortant, ayant donc sous son contrôle encore l'administration et une partie de l'armée, a refusé tout simplement le fair play démocratique que les Ivoiriens ont souhaité, a confisqué le pouvoir avec donc cette petite partie de l'armée, a mis la main sur la télévision donc des Ivoiriens pour faire passer ce message de confiscation du pouvoir. Et depuis lors, l'illégalité est au pouvoir et la légalité est aujourd'hui au Golfe. C'est ce que les Ivoiriens ont décidé de changer et c'est ce qui est en marche dans toutes ces villes que vous venez de citer. Donc, loin d'un chaos, c'est le processus de libération du peuple de Côte d'Ivoire, mais surtout le processus d'installation du président légitimement et légalement élu par les Ivoiriens qui est en marche. Alors, vous êtes membre du comité de coordination de la révolution ivoirienne mise en place par le Premier ministre. Quel est, à ce jour, à cette heure-ci, votre état des lieux? D'abord, je voudrais vous dire tout simplement que Monsieur le Premier ministre, après avoir bien entendu été instruit par le président de la République, a jugé, en tout cas, de lancer un appel citoyen à tous les Ivoiriens. Et vous avez vu depuis 3 mois que plusieurs actions se sont succédées. Nous avons eu d'abord la volonté manifeste d'aller installer le Premier ministre donc, et les responsables de la RTI qui a été réprimée dans le sang. Après, nous avons changé de stratégie pour lancer des opérations de désobéissance civile qui ne mettaient pas les populations en face donc, de la horde de mercenaires et de militaires encore loyaux donc, à M. Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, après toute une série de médiations, nous en sommes à la phase de prendre par la rue les rênes du pouvoir. Et c'est ce mouvement qui a été lancé par M. le Premier ministre lorsqu'il a parlé de la révolution à l'ivoirienne. Il a mis en place donc à cet effet une structuration assez efficace, assez pragmatique, qui confie des responsabilités à plusieurs acteurs ici au Golfe et même à l'extérieur. Et toutes ces énergies doivent converger pour effectivement mettre en branle la révolution ivoirienne dont la finalité est encore, je le dis, l'installation effective dans les jours à venir du président de la République au palais de la République qui est le lieu de son travail. À l'heure où nous parlons, il y a du feu dans beaucoup de communes d'Abidjan, voire même à l'intérieur du pays. Quel est le constat concret que vous pouvez faire aujourd'hui? Le constat d'abord au niveau de la population, elle est organisée, elle est structurée et nous avons encadré cette population. Nous avons voulu en tout cas que cette population s'organise efficacement. Elle a de l'énergie, cette population, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à laisser sa victoire en tout cas aller en lambeaux. Elle n'est pas prête d'accepter que l'usurpation, que le mensonge s'installe à la tête de ce pays. Ça, c'est une évidence. Elle s'est mobilisée, elle a été souvent réprimée, elle s'est organisée, et avec donc la structuration mise en place par M. le Premier ministre,
Et l'effet donc de cette révolution se fait sentir maintenant dans le quartier. Donc on a une mobilisation des Ivoiriens du nord. Vous avez vu toutes les villes au nord. Je dis Séguéla, Man, Odjene, Ferke, Korogo, Boaké, Mankono. Partout, ces populations, depuis 3 mois, sont debout. Vous avez vu les populations dans les villes donc, de Daloa, de Gagnoa, de San Pedro, d'Abidjan, dans les communes d'Abidjan. Ces populations sont debout. Elles ne veulent pas se laisser voler leur victoire parce que c'est le droit, elles ont exprimé le droit de choisir le candidat qui peut leur apporter le changement et elles se battront pour installer ce candidat. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, donc, après 3 mois d'attente, de patience, de tolérance, parce que pensant que la raison allait triompher donc, du candidat Laurent Gbagbo et de ses partisans, cette population a décidé de prendre ses responsabilités dans les quartiers, dans les îlots, dans les villes, et c'est ce qui se manifeste. Elle sort, elle crie, elle hurle, elle manifeste pour réclamer que celui qu'elles ont élu puisse être installé. C'est ce qui se fait et ça connaît des aventures mi-figue, mi-raisin selon le comportement des forces de l'ordre. Vous avez des villes où tout se passe bien, vous avez des villes où les forces de l'ordre donc agissent de façon violente. Vous avez donc ce comportement des forces de l'ordre qui détermine le caractère violent ou pas de ces manifestations. Mais aujourd'hui, le monde entier voit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les zones CNO qui marchent tout simplement pour le président Alassane Ouattara. Il y a toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il y a Abidjan, parce que souvent, il y a beaucoup de mensonges. Souvent, il y a beaucoup d'intoxication. Et une certaine presse avait même fini par faire croire que le président Alassane Ouattara n'a pas pion sur rue à Abidjan et au sud de la Côte d'Ivoire et que sa force serait au nord. Vous voyez donc depuis quelques jours que les villes du sud sont en ébullition, sont en branle. Les populations du sud, je l'ai dit par rapport aux zones centre, nord et ouest bien sûr, sont en branle. Abidjan, qui est considéré comme une citadelle gardée de M. Gbagbo Laurent, le candidat perdant, est en train de démontrer qu'Abidjan a bel et bien voté pour le candidat du RHDP et tous les quartiers sont en ébullition. C'est un signal fort, encore pour ceux qui doutaient de la capacité de mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire national à revendiquer son droit d'avoir le président qui s'est choisi. Alors vous avez dit la révolution est en marche et sur ce chemin-là, beaucoup de vos partisans tombent sous les balles des militaires pro-Gbagbo, comme on dit. Cela ne vous fait pas craindre, disons, des pertes énormes parmi vos populations qui ne sont pas armées? Bien entendu. Je ne veux pas être cynique ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est toujours la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons eu des élections pacifiques, démocratiques. Un président a été élu. Un autre, le perdant, utilisant une partie de l'armée, a utilisé la force pour se maintenir. Ce qui veut dire que nous sommes dans un régime de coup d'État. Et donc, ce régime de coup d'État utilise la force pour broyer toute velléité, toute volonté de revendiquer la victoire. C'est ce qui explique l'usage disproportionné. La force n'est plus gérée dans un système démocratique. On n'est plus dans un état de droit. On est déjà dans un état de coup d'État. Donc la force qui est utilisée massivement contre les populations pour sauvegarder le fauteuil de celui qui a usurpé le pouvoir. On utilise cette force pour casser psychologiquement la population. On utilise cette force pour apeurer la population, pour la déplacer. Bref, pour casser en elle toute volonté de lutter. Mais la population, malgré tout ce harcèlement psychologique, toutes ces violences, demeure inébranlée, se mobilise, démontre chaque jour qu'on ne peut pas tuer en elle la velléité de réclamer le changement, de réclamer l'installation de celui qui a été élu. C'est ça qui est important à savoir. Maintenant, le comportement des forces de l'ordre, c'est déplorable. Mais en même temps, il ne faut pas aussi qu'on tombe dans une sorte de dépression ou de découragement pour dire la population est au menu, on a des forces de l'ordre qui tuent sur elle, donc si c'est ça, on n'a qu'à laisser, on ne laissera pas. La population qui est au menu a montré aussi qu'elle peut s'organiser. Et notre rôle en tant que leader, c'est d'organiser cette population. C'est de l'organiser d'abord à assumer sa sécurité.
c'est de l'organiser à continuer de manifester dans la sécurité. C'est de l'organiser à aller jusqu'au but, c'est-à-dire à chasser du pouvoir celui qui a usurpé le pouvoir. Donc, dans cette logique, c'est vrai que nous avons constaté que nos populations tombent. Mais en même temps, nous sommes sur le terrain de bataille. Nous sommes dans la bataille. Et dans la bataille, souvent, on est meurtri, on est malheureux de constater que des gens tombent. Mais en même temps, il faut aller de l'avant. Parce que l'objectif, bien entendu, ce n'est pas seulement de s'atteler, de s'arrêter pour pleurer sur ces morts, même si ça nous fait mal, même si ça nous blesse, c'est de faire en sorte que celui qui tire sur ces populations soit désarmé, soit mis hors d'état de nuire. Donc notre responsabilité est à la fois de compter nos morts, de mettre en place des structures qui les recensent, qui aident les blessés, qui sécurisent certaines personnes si possible, mais en même temps qui touchent les organisations de défense des droits de l'homme. Mais en même temps, nous continuons d'aller vers celui qui tire sur ces populations. Et c'est quand nous allons arrêter cette personne que je peux vous dire que nous pouvons être rassurés que la population va vivre désormais dans un système de droits de l'homme. Nous n'avons pas encore atteint cet objectif. C'est pour ça que nous pleurons, mais en même temps, nous agissons. Et c'est l'action qui, pour nous, aujourd'hui, est importante. Au contraire, quand nous voyons ces gens mourir, nous comprenons qu'il faut aller vite. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à nos morts et aller pleurer et après, dans l'indifférence, s'asseoir et laisser celui qui a les armes, qui tue, continuer de régner. Voilà pourquoi, psychologiquement, nous sommes en train de foncer. Et nous allons foncer parce que nous nous structurons chaque jour et on en parlera tout à l'heure. Alors, parlons de la commune d'Abobo, commune symbole de la résistance. Qu'est-ce qui s'est passé réellement depuis l'année dernière, puisque vous êtes certainement au courant des faits. L'année dernière, même les nuits d'avant, violents affrontements entre FDS et un mystérieux commando